c'est fascinant. Voici l'histoire incroyable d'une vaste toile d'espions dans le monde entier qui a été mise au jour. Une commerçante grecque, un chef d'entreprise brésilien, je vous le disais, un couple d'Argentins installés en Slovénie, qu'ont-ils en commun ? Tous ces gens vivaient sous une fausse identité. Tous ces gens étaient installés depuis des années, alors qu'il s'agissait d'espions russes complètement intégrés donc dans les sociétés où ils étaient envoyés, dans les pays où ils étaient envoyés, complètement intégrés pour tenter de glaner des informations. Il y a eu une série comme ça, The Americans. Ouais. Elle racontait ça, et quand on regarde ces séries, on se dit toujours, oui, bon, d'accord, c'est de la fiction. Non, la réalité rejoint la fiction, c'est assez étonnant. Alors, de quoi s'agit-il ? On va raconter toute cette histoire, on va en tirer les enseignements. Voici les indispensables avec Aurélie Bland. Bonsoir Aurélie. Bonsoir David, bonsoir à tous. Au point de départ de ces révélations, il y a donc une jeune femme grecque, moderne dans son mode de vie et appréciée de tous. Regardez, c'est elle s'appelle Maria Tsala. Elle a 35 ans, d'origine mexicaine. Elle est arrivée en Grèce il y a 5 ans. Photographe à ses heures perdues, propriétaire d'un magasin d'artisanat à Athènes. Elle vit une jolie histoire d'amour avec un Grec et poste, vous le voyez régulièrement, les photos de son bonheur avec ses chats notamment. Eh bien tout cela était totalement fabriqué. Maria Tsala s'appelle en réalité Irina Romanova. Elle n'est pas mexicaine, mais 100% russe. Et derrière sa liaison de façade, elle est déjà mariée. Et c'est là que l'histoire devient extraordinaire. Elle est mariée à un autre espion envoyé à des milliers de kilomètres de là, au Brésil. Il s'appelle Shmirev, mais lui aussi avait une légende. Il s'était rebaptisé Gerhard Daniel Campos Wittich. Il était soi-disant d'origine autrichienne, était arrivé au Brésil il y a 6 ans. Lui aussi avait une petite amie sur place. Rien à dire sur sa réussite professionnelle. Il était à la tête d'une entreprise d'impression 3D. Et c'est là que l'affaire prend tout son sens. Il travaillait régulièrement pour l'armée brésilienne. Ce qui est fascinant également, c'est que les deux époux parvenaient à se retrouver de temps en temps pour de brèves escapades, à Chypre notamment, et très récemment encore en France. Et comment ont-ils été découverts ? Ils ont brusquement disparu. Gerhard Daniel Campos Wittich est parti fin décembre pour un voyage professionnel en Malaisie. On ne l'a jamais revu. C'est sa petite amie qui a signalé sa disparition. Au même moment, Maria Tsala a quitté Athènes tout aussi précipitamment le 4 janvier à destination de Moscou. Et elle n'est jamais revenue. Est-ce qu'on sait s'ils ont permis à la Russie de recueillir des informations confidentielles ? D'après les autorités grecques, Maria Tsala était encore en train de construire sa légende. En clair, elle n'avait pas réellement commencé son travail d'espionnage. Elle n'avait pas infiltré des cercles de diplomates, de militaires ou d'hommes politiques. En revanche, elle a beaucoup voyagé au cours de ces 5 dernières années et c'est sur ces déplacements que les services de renseignement européens enquêtent en ce moment. Le Brésilien, lui, semble avoir été beaucoup plus actif. Lui a noué des contacts dans des milieux susceptibles d'intéresser les services de renseignement russes, puisqu'il comptait parmi ses clients des agences gouvernementales. Et juste avant sa disparition, il venait d'intégrer de nouveaux locaux à moins de 50 mètres du consulat américain. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ne voit jamais son visage en entier. Précisément. À cette jeune femme. Ce qui me frappe le plus, c'est que soit elle a une partie du visage dissimulée par un chapeau, par un tissu, par un appareil photo. Je me suis demandé, en visitant tout à l'heure son mur Facebook, si ce n'avait pas pour objet d'entraver l'action, par exemple, d'un logiciel de reconnaissance faciale qui aurait pu éventuellement faire sonner les cloches. Alors, ce couple, et c'est ce que vous nous dites, Aurélie, n'est que la partie émergée de l'iceberg. Oui, c'est un vaste réseau, très sophistiqué, qui semble avoir été démantelé. En décembre dernier, un couple d'Argentins, bien son tour à port, installé en Slovénie, avait attiré l'attention. 2 enfants, une galerie d'art en ligne pour madame, une société informatique pour monsieur. Eh bien, il s'agissait en réalité d'un autre couple d'espions russes qui travaillait pour l'agence de renseignement SVR. Chez eux, on a retrouvé d'énormes sommes d'argent en liquide. Ils seraient toujours détenus à Ljubljana. Et c'est précisément cette arrestation qui a sonné l'alerte à Moscou. Tout laisse penser que les autorités russes ont préféré, à ce moment-là, faire rentrer tous leurs espions.
Une autre alerte avait sans doute inquiété Moscou, cette fois l'été dernier. Souvenez-vous, ce brillant étudiant brésilien, Victor Muller Ferreira, diplômé d'un master aux États-Unis. Il était sur le point d'intégrer la Cour pénale internationale de La Haye. Victor Muller Ferreira, il s'appelait en réalité Sergueï Cherkassov, 37 ans, originaire de Kaliningrad. Il travaillait lui aussi pour les services de renseignement russes. Il a été arrêté et extradé vers le Brésil où il purge actuellement une peine de 15 ans de prison. Merci Aurélie. 1000 questions viennent à l'esprit parce que on découvre à cette occasion ces pratiques, on les imagine, mais on se dit toujours oui d'accord, mais John le Carré, les romans, les séries, ils exagèrent toujours, ils romancent toujours. On est exactement dans le roman, on est exactement dans John le Carré, on est exactement dans les séries. D'abord, à votre avis, est-ce qu'il y a d'autres couples de ce genre, d'autres infiltrés russes ailleurs dans le monde, ou bien est-ce qu'à l'occasion de cette guerre et des petites alertes qu'ont représenté l'arrestation de certains d'entre eux, tout le monde a été rapatrié? Bon, c'est impossible à dire, mais... Non. Oui, Vincent. À mon sens, il n'y a pas l'ombre d'un doute sur la persistance du phénomène, qui est très ancien. Vous évoquiez tout à l'heure en préambule, David, The Americans, cette fameuse série de 2013, voilà 10 ans maintenant. Et figurez-vous qu'elle a été conçue par un ancien agent de la CIA qui s'appelle Joe Weisberg et qu'elle était inspirée de l'histoire vraie d'un couple, un certain Andrei Bezrukov et sa compagne Elena Vavilova. Un couple russe? Oui, absolument. Qui avait vécu 30 ans au Canada. Ça faisait partie de la construction de la légende, qui ensuite s'était établi aux États-Unis. Et ce qui est absolument fascinant et qu'il faut avoir constamment à l'esprit, c'est que ce sont ce qu'on appelle des agents dormants. C'est-à-dire qu'ils peuvent ne pas être activés même lorsqu'on considère qu'ils ont suffisamment intégré le tissu social visé pour passer pour des citoyens ordinaires. Et d'ailleurs... Donc ils peuvent passer toute une vie sans passer à l'action de renseignement. C'est-à-dire que vous avez des gens qui disparaissent et l'on ne saura jamais, ou peut-être ultérieurement via la découverte d'archives, que sais-je, qu'ils ont été des agents dormants non activés. Et il faudra attendre 2010 pour que ce couple soit coincé, ce qu'on appelait le programme des illégaux aux États-Unis, opération Ghost Stories, histoire de fantômes. Et à ce moment-là, vous avez, grâce au repérage de ce couple, 10 agents dormants qui sont repérés aux États-Unis. Beaucoup sont passés par le Canada, on pourra y revenir si vous voulez, il y a une explication. Et ils seront échangés à Vienne à la fin de l'année 2010 contre 4 agents américains, dont 3 étaient détenus en URSS, enfin en Russie, pour haute trahison et espionnage. Quand on n'est pas de ce milieu, on s'interroge toujours sur l'efficacité de ces dispositifs. À l'heure des satellites, à l'heure des écoutes téléphoniques, à l'heure de l'électronique, on se dit que des habitants... Alors, on voit bien qu'il y a certains de ces agents qui se rapprochaient de centres de décision qui pouvaient représenter un intérêt stratégique. On le voit avec ce Russe qui était installé au Brésil et qui était sur le point d'obtenir un stage à la Cour pénale internationale. On le voit avec cet autre qui était installé au bord de l'ambassade américaine. Mais même ces sources de renseignement-là, on se dit, la plupart des choses sont en open source, comme on dit. Donc est-ce qu'il y a vraiment un intérêt ? Oui, bien sûr, il y a un intérêt à avoir du renseignement humain à partir d'agents secrets infiltrés. Et il ne faut pas se polariser que sur les questions militaires ou stratégiques en disant, voilà, il travaillait avec les militaires brésiliens, par exemple. Il faut savoir qu'après l'effondrement du bloc soviétique, les services de renseignement du monde entier, notamment les Occidentaux, les Russes, les autres, les Chinois, se sont reconvertis massivement dans le renseignement à intérêt industriel et économique. Il n'y avait plus du tout les mêmes enjeux de sécurité militaire, et donc vous avez une bascule dans ce domaine, et donc ça fait partie aussi du job. Là, on parle aussi, vous pensez, de renseignement économique ou financier ? J'en sais rien, puisque je n'ai pas la fiche de profil de ces agents, etc., mais très légitimement, puisqu'il y a la guerre d'Ukraine, la Russie est très active. Il y avait un excellent papier dans le Figaro aujourd'hui, hier, sur l'infiltration des agents russes ou des correspondants, des honorables correspondants, entre guillemets, des services russes en Ukraine. En Ukraine. En Ukraine. Mais là, on comprend en Ukraine. Mais dans le monde entier, le renseignement industriel et économique, enfin économique, est considérable. Les Chinois s'en sont fait une spécialité, et les Européens se sont assez largement fait piller par les Chinois,
parce que nous n'étions pas suffisamment aguerris par rapport à ça. Alors, quelques remarques sur la série qu'on vient d'avoir. D'abord, il est absolument impossible de dire si c'est 1%, 2% ou 3% des agents russes, parce que par définition, on ne le sait pas. Donc il y en a peut-être des milliers comme ça encore, ou des centaines. Enfin, et les Français en ont, et les Américains en ont. Attendez, est-ce qu'on en a sous le même mode? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des espions français qui se font appeler John Smith et qui sont aux États-Unis au milieu d'un lotissement? On peut vous renvoyer au bureau des légendes, puisqu'on a parlé de légendes. Or, le bureau des légendes, vous savez, pas sponsorisé, mais il y a la DGSE qui a participé. Je connais des gens qui ont travaillé pour le bureau des légendes, enfin la série télévisée, et qui expliquent qu'en fait, avant de mettre en ligne, j'allais dire, cette série, ils faisaient visionner leurs chapitres, leurs différents chapitres. Leurs épisodes à la DGSE pour qu'ils... Mais ils allaient en Iran. Alors, et vous vous souvenez qu'il y avait des agents dormants d'abord en Syrie, puis après en Iran, cette jeune femme dont j'ai oublié le nom, qui est une remarquable actrice. Et donc, c'était exactement est un professeur qui est au Caire de mémoire. En Syrie au début. En Syrie, Damas, voilà. À Damas. On va y arriver. Et qui va tomber amoureux qui a tous les diplômes syrienne, qui a vraiment une légende parfaite, qui donne des cours, qui est introduit dans toute la société internationale et qui est un agent infiltré de la DGSE. Effectivement, il va tomber amoureux, donc ça va compliquer les choses. C'était des missions de quelques années, d'un an, 2 ans, si je ne m'abuse, dans le bureau des légendes. Là, on a des personnes, vous parliez, Vincent, d'un couple qui passe 30 ans au Canada puis aux États-Unis. Là, on a des personnes qui ont des petits copains, des petites copines, des fiancés, qui vont peut-être se marier, qui ont des enfants. Psychologiquement, on n'arrive pas à comprendre le fonctionnement de ces personnes qui sacrifient toute leur vie. Mariana? Eh bien, c'est bien même pour ça que ces gens des agents sont l'élite des élites de ce qui existe en la matière, parce que leur entraînement et même la constitution de leur carrière, de leur légende sont extrêmement coûteux, vous imaginez bien. Il faut vraiment financer toutes ces années à acquérir de vrais documents, de vraies compétences, de vrais papiers d'identité, de vrais amis, de vrais petits amis, pour que cela soit crédible. Ce que je veux dire, c'est que vous sacrifiez parfois votre vie entière. Eh bien, ce qu'on sait par rapport aux illégaux qui ont été arrêtés en Amérique du Nord, on sait par rapport à ce couple qui avait vécu aux États-Unis pendant des décennies, ils n'ont jamais parlé un mot de russe en présence de leur enfant, alors qu'ils étaient russes tous les deux, des officiers tous les deux. Donc forcément, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. D'effacer son identité, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas seulement ruser, dissimuler, c'est d'effacer une grande partie de sa propre identité et de son histoire. Et de se dire qu'on ne sera jamais reconnu. Leur devise, par ailleurs, dit aucune gloire pour moi, gloire à l'État. Enfin, si on paraphrase, si on traduit. C'est assez extraordinaire. C'est pour ça que ces agents sont mythiques, et c'est pour ça que c'est aussi captivant quand on les découvre. Ça fascine autant. La France aussi est une cible. Il faut se souvenir que Mitterrand, je crois qu'on est en 83, l'opération Farwell. C'est un espion russe qui a été retourné, qui vient en France et qui va donner aux autorités françaises une liste de centaines d'agents russes, notamment en France, mais pas seulement, dans tous les pays occidentaux. Et Mitterrand va ordonner l'expulsion de 47 agents russes qu'on a pu identifier. Mais est-ce qu'il s'agissait vraiment d'infiltrés ou d'agents qui avaient des légendes? Certains d'entre eux pouvaient l'être. Alors, il y a un autre exemple tout récent, il y a 3 mois, on en a parlé ici sur ce plateau, 2 citoyens tout à fait honorables en couple à Stockholm, qui étaient bien connus de tout leur environnement. Oui. Et on a appris à 5h du matin qu'il y a eu un raid des services suédois pour les embarquer. Ils sont quelque part maintenant dans une prison. Sur l'affaire Farwell, ça joue un rôle extrêmement important à l'époque vis-à-vis des États-Unis. Les Américains sont très inquiets de voir des ministres communistes dans le gouvernement Mauroy, donc on est au premier septennat de François Mitterrand, et en fait, dans la liste Farwell, il y a énormément d'agents d'agents russes infiltrés aux États-Unis. Et donc, je pense que c'est Reagan qui est président à l'époque, on sera extrêmement reconnaissant, et ça va rapprocher
les Américains des Français qui s'inquiètent de cette gauche arrivée au pouvoir. Et donc, effectivement, ce sont des listes considérables. Et pas seulement d'agents en mission courte, mais d'infiltrés avec des identités, d'infiltrés au long cours, très solides. Mais je repose ma question, c'est aujourd'hui, par exemple, dans un service de renseignement français, avec tous les moyens dont on dispose, les satellites, les écoutes, l'aspiration des données, l'électronique, on va encore envoyer des infiltrés dans certains pays. Encore une fois, je ne parle pas de l'Iran ou de la Syrie, c'est des cas très particuliers, ou même de la Russie aujourd'hui, mais on va encore envoyer des agents infiltrés qui vont rester 10 ans, 15 ans sous des fausses identités dans des pays amis, entre guillemets? D'abord parce que, on le disait tout à l'heure, le renseignement humain, dans certains cas, est irremplaçable. Sahel, par exemple, on a voulu croire un moment que la suprématie technologique permettait de capter toutes les communications, ce à quoi les fantassins du djihadisme ont répondu en renouant avec les messagers et en renonçant à tout usage d'outils électroniques. Et puis un autre exemple qui me paraît très intéressant, qui a d'ailleurs été évoqué tout à l'heure, celui de ce stagiaire de la Cour pénale internationale, donc prétendument démasqué brésilien, in extremis. Démasqué in extremis. Il avait décroché un stage d'analyste junior à la section des examens préliminaires dans la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. On peut se dire, après tout, un stage c'est pas grand-chose. Mais enfin, il y a quand même une collision historique assez intéressante. C'est qu'un certain Vladimir Poutine vient d'être inculpé par la dite CPI, Yves Doutrieux faisait allusion, que la patronne de la Fondation pour l'enfance, qui va d'ailleurs s'exprimer à New York dans quelques jours, ce qui n'est quand même pas anodin, mais qui est elle aussi poursuivie pour être responsable du transfert forcé d'enfants ukrainiens. On en parlait tout à l'heure. Il pouvait avoir accès, je vais être très rapide là-dessus, évidemment à des informations sur les dossiers, y compris les dossiers préliminaires. Les sources, ils pouvaient tenter d'en recruter au sein de la CPI. Ils pouvaient également détruire ou manipuler des preuves. Et ils pouvaient enfin tenter d'identifier des témoins anonymes. J'ai assisté à plusieurs séances à la Cour pénale. Vous avez des témoins qui, en fait, sont auditionnés sous un statut d'anonymat pour protéger eux-mêmes et leurs proches. Oui. Donc ça n'est pas anodin du tout. C'est vrai, là-dessus, on peut réveiller effectivement un agent dormant et essayer de l'envoyer à la Cour pénale internationale. On va avancer, alors rapidement chacun. Un rebond sur ce que dit Vincent, qui est très juste. Après les attentats du 11 septembre 2001, les Américains ont bossé pour comprendre qu'est-ce qu'ils avaient raté. Et l'enseignement majeur, c'est de dire on a tout mis sur le renseignement technique, technologique, écoute satellitaire. On a complètement débranché le renseignement humain, l'infiltration, etc. Et qui est-ce qui avait fourni le plus de renseignements assez clairs aux Américains? C'était les Français. Mais les Américains avaient 17... Ces bonnes vieilles techniques françaises. Voilà, les Américains ont 17 agences de renseignement différents. Et donc, en dehors des problèmes du fait d'avoir tout misé sur le technique, le cloisonnement des agences faisait qu'il n'y avait pas de croisement de ce qui avait été donné, notamment par les Français, et donc ils n'ont pas pu lire à l'avance ce qui est en train de se passer. Mariana, oui, c'était juste pour mettre en relief ce que vient dire Vincent. L'intérêt également de ces illégaux, c'est qu'ils sont extrêmement polyvalents. Ce n'est pas que pour recueillir les informations, ils peuvent aussi influencer les choses, ils peuvent organiser les choses en se trouvant là où ils sont. Ils peuvent faire l'appui logistique, ils peuvent organiser des attentats, des opérations, des enlèvements, toutes sortes d'opérations. Donc là, c'est extrême. Et ils sont très compétents pour ça, ils sont très bien entraînés et ils sont très bien implantés.